je suis à l'université de Cambridge depuis le mois d'août, où là aussi, je travaille sur d'autres phénomènes physiques que je ne connaissais pas, et donc je suis en train d'apprendre, et puis j'essaye de compléter avec ce que je connais un peu mieux. Donc là, si à la fin vous avez des questions un petit peu sur ce parcours-là, eh bien on peut tout à fait en discuter. Voilà. Et puis l'importance des collaborations, c'est-à-dire que donc je suis responsable d'un groupe qui travaille sur, alors là aussi je vais utiliser des gros mots, mais vous inquiétez pas, ça s'appelle l'électronique de spin et le nanomagnétisme. On pourra en parler plus en détail. Et là aussi, donc c'est un groupe qui fait maintenant une cinquantaine de personnes, avec des gens qui sont permanents, des étudiants de différents niveaux. Et l'importance aussi, là encore, c'est d'avoir beaucoup de collaboration pour pouvoir discuter, échanger. Et puis, voilà, les points importants, c'est il y a des problèmes techniques. C'est des fois des grosses machines, on en verra. Mais voilà, avoir des idées nouvelles, ça c'est un point extrêmement important. Et c'est favorisé par un maximum d'échanges. Donc, vous voyez, on travaille avec là des universités qu'on appelle de la grande région. Donc, c'est frontalier à la région Lorraine. Donc, certains d'entre vous sont de cette région-là. Donc, avec des universités de Saarland, de Kaiserslautern, mais aussi bien plus loin avec la Chine, qui est en un développement énorme, et aussi pour sa recherche, avec le Japon, et on a pu créer un laboratoire commun avec des universités américaines. Donc vraiment un point important, collaborer, discuter, échanger, et c'est même un petit peu ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, voilà, échanger, et je crois que c'est extrêmement important pour tous. Alors, un tout petit, voilà, donc je me trouve à Nancy, hein, comme je l'ai indiqué au début, et puis vous voyez ce bâtiment ici qui a été fraîchement construit, qui s'appelle l'Institut Jean Lamour, et à l'intérieur de l'Institut Jean Lamour, eh bien, j'ai un groupe, j'anime un groupe qui s'appelle SPIN, pour électronique de spin et nanomagnétisme. Et puis, dans ce type d'institut, en fait, on est soutenu par des organismes. Alors, le premier organisme, c'est l'Université de Lorraine. Et puis, le deuxième organisme, c'est le CNRS. Et donc, à l'intérieur de l'Institut Jean Lamour, vous avez des gens qui soit appartiennent à l'Université de Lorraine, soit au CNRS. Alors, il y a une grande diversité de métiers dans ce type d'institut. Voilà, il y a des gens qui s'occupent de l'informatique, et sans ça, on pourrait strictement rien faire. Il y a des gens qui s'occupent plus de la partie administrative. Il y en a qui s'occupent du ménage. Il y en a qui s'occupent de recherche plus fondamentale, d'autres plus théoriques. Voilà, il y a une très grande diversité. Et là aussi, eh ben, c'est parce que tout le monde arrive à travailler ensemble qu'on arrive à produire des résultats scientifiques. Alors, en termes de chercheurs, donc, il y a des chercheurs qui sont de l'Université de Lorraine, comme moi, et donc, à la fois, on a un service d'enseignement, donc on va enseigner, et puis de l'autre côté, on va faire de la recherche, alors que ceux qui sont au CNRS peuvent faire que de la recherche s'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés de faire de l'enseignement. Voilà quelques chiffres. Donc, cet institut, c'est 500 personnes. Et puis, donc, ce que l'on produit, je dirais, bah, c'est partager du savoir. Hein, l'objectif d'un tel institut public, c'est de comprendre la nature. Hein, alors moi, je m'intéresse aux matériaux, donc essayer de comprendre comment ça marche. Et puis d'informer, soit par des cours, soit même par des petits événements comme ce que l'on fait maintenant, soit écrire des publications scientifiques, donc très spécialisées, où bah, seulement les experts vont lire ces publications. Et donc, voilà, on a un certain nombre de publications qui sont réalisées. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour me présenter rapidement, pour vous montrer un petit peu le type de travail que je fais. Donc maintenant, on va maintenant arriver à ce qui nous intéresse, donc le titre, donc le stockage de l'information. Et donc là, on parle de big data, donc on parle du fait qu'il y a énormément d'informations qui est générée. On fabrique ces informations et puis après, on les transfère et on les utilise. Et une des choses qui fabrique, qui génère énormément d'informations, c'est Internet. Et donc là, voilà, sur ce diagramme-là, on regarde ce qui se passe en une minute, donc seulement en 60 secondes, en 2021, qu'est-ce qui se passe sur Internet. Et là, vous vous rendez compte qu'en 60 secondes,
eh ben, il y a 200 000 tweets qui ont été envoyés. Vous avez 500 heures de YouTube qui ont été regardées. Vous avez un certain nombre d'utilisateurs de Netflix. Donc, je crois que tout ceci, envoyer des emails, 200 millions d'emails, vous vous rendez compte, en une seule seconde. Hein, c'est pas dans l'année, c'est en une seule minute, pardon, en 60 secondes, il y a 200 millions de mails qui sont envoyés. Alors, je suis pas sûr que tous sont utiles, mais voilà. Donc, tout ça, ça génère énormément d'informations. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est que cette information, c'est pas du vent. Cette information, elle doit être quelque part, elle doit être stockée. Et donc là, c'était en 2006, donc il y a déjà très très longtemps, il y avait 160 exabytes de données qui avaient été créés. Et 160 exabytes de données, c'est 3 millions de fois la totalité des informations contenues dans l'ensemble des livres jamais écrits. Vous prenez tous les livres qui ont été publiés, réimprimés, etc. Et déjà en 2006, on avait généré en information 3 millions de fois ça. Donc c'est absolument délirant. Et vous voyez, ça c'est des exabytes, et après si vous avez 1000 exabytes, c'est des zettabytes, et on arrive à des chiffres qui sont complètement colossaux de quantité d'informations. Et donc, il y a deux points qui sont vraiment importants, c'est que la quantité d'informations est énorme, et l'augmentation, donc on parle d'augmentation exponentielle, est aussi importante. C'est-à-dire que si on regarde, oui, il y avait déjà beaucoup d'informations qui avaient été générées en 2006, mais on se rend compte que quasiment la totalité, 90% des informations, des données dans le monde, ont été générées seulement ces 2 dernières années. Et ça sera encore vrai dans 2 ans. Donc il y a une quantité d'informations qui est générée et qui est générée en grande partie grâce à cause d'Internet. Et ça, c'est nous, c'est vous, toute la journée qui regardez des vidéos, envoyez des messages, etc. Et c'est même ce que l'on est en train de faire en ce moment. Si vous pouvez voir mes slides, si vous pouvez m'entendre, c'est bien parce qu'il y a de l'information qui passe de mon portable où il y a un micro, il y a une caméra, et toute cette information, elle est envoyée aux différents endroits qui peuvent nous regarder. Donc là, on est en train de contribuer à ça, à l'augmentation de cette quantité d'informations qui est générée. Alors, après, on pourrait se dire, bon, ok, il y a beaucoup d'informations, mais de toute façon, j'envoie déjà, je sais pas, 300 messages par jour, je pourrais pas en envoyer 10 fois plus. Je regarde déjà 3 vidéos, et d'ailleurs, je me fais engueuler par mes parents parce que je regarde trop, je pourrais pas en regarder 100 fois plus. Eh bien, oui, ça c'est probablement vrai, mais demain, ce qu'on voit apparaître, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en gros, c'est l'ordinateur portable que j'ai devant moi, vos téléphones, nos téléphones, qui sont liés entre eux et donc qui envoient de l'information. Vous envoyez une vidéo à vos copains, à votre grand-mère, etc. Et donc ça génère de l'information. Mais de plus en plus, on va avoir pas seulement ces 2 objets qui sont le téléphone et l'ordinateur, mais tous les objets de la maison. Et donc, vous commencez à voir ça. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà des montres qui sont connectées. Vous avez des PS personnes qui sont connectées, des frigos qui sont connectés. Et ça, c'est vrai pour nous à la maison, mais c'est encore plus vrai dans les entreprises. Dans les entreprises, de plus en plus, ils vont connecter l'ensemble de leurs équipements de production parce que comme ça leur permettra de voir si il y a quelque chose qui est défaillant, y arriver avant, avoir toutes les informations. Et donc, vous savez qu'on a à peu près 8 milliards sur Terre. Eh bien, il y aura en 2025, donc c'est quand même demain, 80 milliards d'objets qui seront connectés. Et ça veut dire que ça va encore augmenter la quantité d'informations qui est générée. Donc, on n'a pas à s'attendre du tout à ce qu'on stabilise la quantité d'informations qui est générée, qui est stockée, qui est envoyée. Ça va encore augmenter de manière exponentielle. Et là, j'ai commencé à le dire, ça impacte tous les secteurs d'activité. Vous savez qu'on parle, par exemple, des villes. Les villes sont connectées. On parle de smart cities et on dit et on invoque même l'écologie et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on a une ville intelligente, on peut imaginer qu'on allumera les lampadaires que quand ça sera nécessaire. Si on a des bâtiments intelligents, on ne chauffera que quand ça sera nécessaire. Si vous avez une ville intelligente, on va pouvoir gérer la gestion des véhicules pour qu'il y ait moins de consommation et d'émissions de CO2. Mais c'est vrai aussi pour la santé, c'est vrai pour
pour l'industrie, c'est vrai même pour l'agriculture. Et j'étais à une conférence où une ferme avait été totalement automatisée, entre guillemets, avec des vaches qui n'étaient plus dans un parc, mais qui avaient un collier. Et donc, par GPS, on décidait quelle partie du terrain on voulait que ces vaches broutent. Et si jamais ces vaches sortaient de ce périmètre-là, ben, elles prenaient un coup, il y avait de l'électricité qui passait dans leur collier, et donc elles reculaient, et puis on pouvait les garder dans un parc virtuel. Donc voilà, l'Internet des objets, ça explose la quantité d'informations, de données qui sont générées. Alors ces données, ça peut être un message, ça peut être une vidéo, ça peut être une valeur d'une température, ça peut être énormément de choses. Et puis un autre exemple, vous savez, on parle tous de la voiture autonome, on voit ces Tesla qui marchent toutes seules, etc. Il faut se rendre compte qu'une voiture autonome, ça génère 1 gigabit par seconde. Là aussi, c'est des quantités d'informations extrêmement importantes parce que, évidemment, si elle est autonome et si ce n'est plus nos sens qui permettent de s'assurer de la sécurité des véhicules, de regarder le feu rouge, etc., bah, ça veut dire qu'il faut mettre des caméras partout, il va falloir mettre des capteurs de son, des capteurs de vibration, des capteurs en tout genre. Ces capteurs, elles génèrent de l'information, elles prennent une image, elles prennent une vidéo, elles disent attention, il fait trop chaud, elles disent attention, la pression du pneu est trop importante ou pas assez, et toute cette quantité d'informations, eh bien, il faut l'envoyer quelque part. Et aujourd'hui, eh bien, pour la puissance nécessaire, c'est environ 1000 watts pour faire l'ensemble de toutes ces opérations-là. Et c'est des quantités énormes. Parce que un des problèmes de tous ces objets-là, c'est pas tant qu'ils consomment beaucoup, parce qu'ils consomment d'ailleurs beaucoup moins que ce qu'ils consommaient il y a 10-30 ans. Le problème, c'est que il est multiplié par le nombre de la population par 8 milliards. Et donc, si vous multipliez cette énergie-là par 8 milliards, où on aurait 8 milliards d'individus qui auraient des voitures autonomes, eh bien, on explose complètement les quantités d'énergie qui sont nécessaires. Alors après, la question, c'est de savoir où est stockée cette information. Où va cette information? Et donc, en général, soit on le sait pas, soit on agit comme ça. Vous savez, l'information, de toute façon, elle part dans le cloud, elle est dans le cloud, donc bah voilà, elle doit gêner personne, c'est un nuage. Alors maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'est-ce que c'est que le cloud? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on envoie toute l'information, où on le stocke, et puis on va pouvoir le renvoyer pour que la vidéo, peut-être que voilà ce que je suis en train ce que l'on est en train de faire, il y a une vidéo qui est réalisée, elle va être on va le stocker cette information en 0 en 1, et puis on va l'envoyer quelque part, et ce quelque part, le cloud, bah, c'est en fait ce qu'on appelle des data centers ou des fermes. Et vous voyez ici, ça c'est un data center qui a été créé par Google. Donc vous voyez, là ici on voit un camion, ça vous donne à peu près la taille de ce data center. Et je crois qu'il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes à voir dans ce data center là. C'est la taille, mais attention, la moitié du volume de ça sert seulement à refroidir. Et la deuxième chose, c'est de voir où est-ce qu'il a été implanté. Vous voyez, il y a de la neige. Effectivement, il y a de la neige, et je crois qu'il y a de la neige toute l'année, puisque c'est très proche des pôles. Et donc, stocker cette information consomme tellement d'énergie qu'il faut avoir la moitié du volume pour extraire l'énergie, et ils se mettent à des endroits où la température est très basse pour pouvoir refroidir. Et voilà, il y a des projets d'utiliser des data centers pour chauffer des piscines, etc., etc. Et donc une quantité d'énergie qui est utilisée. Alors après, quand on a dit data center, on n'a pas dit grand-chose, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce hangar? Dans ce hangar, il peut y avoir des choses comme ça, où vous voyez voilà, des appareils électroniques. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à la fin, eh bien, c'est un disque dur. C'est sur des disques durs que 75-80% de l'information, elle est stockée. Alors, vous pourriez penser, beaucoup le pensent, ouais, les disques durs, c'est has-been, il y en avait dans les ordinateurs avant, mais maintenant, c'est de la mémoire flash ou c'est d'autres types de mémoire. C'est vrai,
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de disque dur. Dans votre téléphone portable, il n'y a pas de disque dur. Il y a de la mémoire flash. Dans mon portable que j'ai devant il n'y a pas non plus des disques durs. Mais il n'empêche que, comme 80% de tout ce qui est généré est stocké dans les data centers, eh bien, c'est quand même stocké sur un disque dur. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble un petit peu comment on stocke l'information sur un disque dur. Donc, première chose, pour stocker l'information, ce que l'on fait, on travaille en binaire. On va tout traduire en 0 et en 1. Donc, vous savez que si on prend un 0 ou un 1, c'est un bit, et si il y en a 8, ça fait un byte. Et avec une combinaison de 8, 0 ou 1, eh ben, on peut faire une lettre, par exemple. Donc, on peut coder facilement un texte que vous avez écrit en 0 et en 1. On peut aussi coder tout à fait une vidéo. On peut coder la vidéo qu'on est en train de réaliser en ce moment. Elle sera stockée à un moment ou à un autre en 0 ou en 1. Donc, il faut trouver quelque chose où on peut dire que il est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Quand ça peut tout à fait être fait avec du papier et un crayon. Vous mettez un crayon, vous avez une partie noire, bah, on va dire que c'est un 0. Si vous n'avez pas colorié, bah, c'est un 1. Et d'ailleurs, les QR codes et tout ça, c'est bien ça qu'il faut. Vous voyez bien, il y a des pics, des points. Eh bien, quand il y a un point, bah, c'est un 0. Quand il n'y a pas de point, c'est un 1. Voilà. Et sur les disques durs, c'est stocké en fait par les moments magnétiques, donc par la matière. Donc, ce que j'ai voulu représenter par ces boules, c'est des atomes. Et les atomes, eh bien, certains atomes peuvent se comporter comme une boussole. Vous voyez, une simple boussole que vous avez. Et effectivement, votre boussole, bah, si le nord, on va dire, il pointe vers le haut, bah, ça fait un 0. Si le nord, il pointe vers le bas, bah, ça fait un 1. D'accord? Et donc, voilà comment on stocke l'information. On définit un 0, c'est toutes les boussoles portées par mes atomes qui sont vers le haut, ça fait un 0. Les boussoles portées par les atomes qui sont vers le bas, ça fait un 1. Et après, lorsqu'on a fait ça, il faut savoir deux choses. Il faut savoir lire et il faut savoir écrire. Et donc, quand vous avez appris à écrire, à envoyer, quand vous envoyez une carte postale, c'est exactement ce que vous faites. Vous stockez l'information grâce à l'encre qui est sur votre papier. Vous connaissez les codes pour lire et vous avez appris à écrire. Et là, l'information, elle est stockée en mettant de l'encre sur un papier. Alors, j'ai eu déjà dans des questions un peu, vous m'avez dit, est-ce que c'est plus écologique de faire ça? Eh ben non, c'est bien moins écologique de avoir un morceau de papier et de prendre de l'encre et d'écrire dessus, de prendre ce morceau de papier, de le mettre dans la boîte aux lettres, d'avoir quelqu'un qui va utiliser sa voiture pour amener cette lettre et puis la déposer à quelqu'un d'autre. Ça consomme certainement 100 000 fois plus d'énergie que si vous écrivez un mail. Donc, si vous écrivez un mail par rapport à envoyer une carte postale, c'est très, très écolo. Le gros problème, c'est que des cartes postales, on en envoyait une l'été ou 10 ou machin, et maintenant on envoie 300 mails et il y a énormément de gens qui le font. Donc, ces techniques-là, et on va voir, enfin ces technologies-là, on va voir, oui, elles consomment beaucoup d'énergie et c'est un problème pour l'environnement, mais elles permettent de faire beaucoup plus de choses en consommant moins d'énergie par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc voilà, on a sur ce disque dur, eh bien, des couches d'atomes qui ressemblent à ça, dont une partie, ils sont vers le haut, ça fait des 0, et l'autre partie, ça fait des 1. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu en détail. Donc ça, c'est une vue du dessus. Sur ce disque, en fait, il y a des petits grains. Ces petits grains, aujourd'hui, ils font 10 nanomètres. Alors, le nanomètre, on va voir un petit peu, j'aurais dû préciser avant, pour vous donner un peu des idées de taille. Vous prenez 1 mètre, ça on voit tous à peu près, ce qui est 1 mètre, c'est à peu près votre taille est compris certainement entre 1 mètre et 2 mètres. Si vous divisez par 1000, vous avez un millimètre, et ça, vous voyez encore ce que c'est sur une règle graduée. Si vous allez 1000 fois plus petit, c'est un micromètre. Et là, un micromètre, vous pouvez déjà plus utiliser vos yeux pour voir directement un micromètre.
Et si vous divisez encore par 1000, vous arrivez à 1 nanomètre. Donc le nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Et donc il y a des petits grains ici, et un ensemble de petits grains, comme les petits grains qui sont ici en rouge, eh bien, là, ici, ça fait un 0. Ceux qui sont en bleu, ça fait un 1. Et puis là, vous voyez, vous avez 2 0, 2 1, etc. C'est comme ça qu'est stockée l'information. Et par-dessus ce disque, eh bien, il y a une tête d'écriture qui vient retourner l'aimantation, qui transforme un 0 en 1, qui fait bouger cette boussole du haut vers le bas. Et pour faire bouger une boussole, ce que vous feriez certainement, c'est que vous approcheriez un aimant. Vous savez que si vous approchez un aimant, la boussole va bouger. C'est exactement ce qui se passe dans votre disque dur. Donc pour écrire, on utilise un aimant. Et pour stocker l'information, on utilise une boussole. La seule chose, c'est que la boussole, elle est extrêmement petite, proche de la taille de quelques atomes. Là, on parle de 10 nanomètres par 50 nanomètres aujourd'hui. Et puis, pour le lire, eh bien, on mesure le champ magnétique qui est émis par la boussole. C'est un peu plus compliqué, on s'inquiète pas. Juste pour dire qu'on est à des tailles très très petites et que même le disque qui est dessus, là c'est une vue du dessus, mais en dessous, il y a énormément de couches de matériaux différentes, d'épaisseur très très petite, et on y revient. Ensuite, là juste pour faire un petit zoom, là l'idée c'est de vous dire on est déjà à des tailles très 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 petites et on est à des tailles qui sont proches des tailles de l'atome. Alors l'atome, vous savez, là je vous ai fait 1 milliardième de mètre, c'est le nanomètre, et 1/10 de nanomètre, bah, c'est 1 angstrom, et probablement que vous savez, bah, la taille d'un atome, c'est à peu près 1 angstrom, des fois 2, des fois 3. Sur cette tête, ce qui s'appelle la tête de lecture, il y a encore des empilements d'atomes. Alors ça s'appelle une jonction tunnel magnétique. On s'en fiche à ce stade-là, mais c'est ça qui vient lire les 0 et les 1. Donc peut-être que vous dites, bon, lire des 0 et des 1, ben, moi j'en ai pas grand-chose à faire. Ben, le problème, c'est que lire des 0 et des 1, ça lit la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc si c'est pas capable de lire la vidéo, ben, le film s'arrête. Si c'est pas capable de lire votre photo, ben, vous pouvez plus envoyer la photo. Si c'est pas capable de lire votre texte, vous n'êtes pas capable d'envoyer un texto ou un SMS à un copain. Donc, hélas, si on regarde avec là des microscopes, parce que nos yeux, nos sens ne sont pas du tout capables de regarder à ces échelles-là, eh bien on se rend compte qu'à l'intérieur de ça, la jonction tunnel s'est fabriquée de 2 matériaux magnétiques, ici du fer, et ici d'un matériau non magnétique, un isolant. Et vous voyez que les points que l'on voit, ce sont les atomes. Et on peut se rendre compte qu'il y a 6 couches atomiques de MgE. Et le truc délirant, c'est que si jamais cette couche, elle était de 7 plans atomiques au lieu de 6, ou elle était de 5, eh bien, vous ne pourriez pas lire l'information. Donc, voilà, toute votre information qui est stockée, elle est liée au fait qu'il y a bien des épaisseurs et que les épaisseurs sont contrôlées à l'échelle de l'atome. Et puis en plus, vous voyez que ces atomes, ils sont pas mis n'importe comment. Ils sont arrangés d'une certaine façon. Et là encore, s'ils étaient arrangés d'une autre façon, ben, vous ne pourriez pas lire l'information. Donc il faut, pour fabriquer ces choses-là, il faut être capable de placer les atomes un petit peu où l'on veut. Et il faut pouvoir faire ça des milliardièmes de fois pour créer le nombre de disques durs qui sont nécessaires. Donc voilà. Si je regarde un petit peu l'évolution des disques durs, donc là, j'ai mis le disque dur en 1981, donc là, ça fait 40 ans. Eh bien, vous voyez, derrière cette personne, eh bien, il y a un disque dur qui faisait 1 gigabyte, 1 gigabit. Donc, je pense que vous le savez un peu, 1 gigabit, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire que n'importe quel de vos téléphones que vous avez a beaucoup plus que 1 gigabit. Vous savez que n'importe quelle clé USB que l'on vous donne pour de la publicité fait beaucoup plus qu'un gigabit. Et puis, en plus, le prix du gigabit, eh bien, c'était de 80 000 $ à l'époque. Donc, imaginez, vous regardez sur votre téléphone, regardez combien vous avez de bytes, et puis repartez en arrière en 1981, ben, je peux vous dire que vous serez très très riche. Donc, en quelques années, en 40 ans, eh bien, ce qui a été possible de faire, c'est de réduire les tailles. Donc, tous ces objets-là, tout ce qui est là-dedans, réduire la taille de ces objets pour arriver à des tailles beaucoup plus petites.
Et pour multiplier par 100 000, et maintenant presque 1 million de fois la quantité d'informations que vous pouvez stocker sur un petit objet. Donc, sur un disque dur qui ressemblait, il se ressemble, eh bien, on peut maintenant mettre 100 000 fois plus, presque 1 million de fois plus d'informations sur le même objet. Et ça fait que le coût aussi des matériaux, le coût des disques durs, et vous savez que vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, acheter un disque dur à 1 Tera, 2 Tera pour 50, 100 euros. Voilà. Et donc là, on a une réduction à la fois, on augmente la quantité de choses que l'on peut stocker et on diminue les prix de manière complètement délirante. Et ça, il y a quand même très peu d'industries qui ont montré une telle évolution. On parle par exemple beaucoup des avions. Bah, vous prenez un avion en 1980 et vous prenez un avion aujourd'hui, et ben, vous ne pouvez pas mettre 1 million de fois plus de personnes dedans. Vous ne pouvez pas aller 1 million de fois plus vite. Vous ne pouvez pas consommer 1 million de fois moins d'énergie. Et vous dire aussi que donc pour fabriquer ça, il y a une technologie qui est quand même absolument incroyable et je vais essayer de vous le faire sentir. Ce disque dur, il fait à peu près 9 cm. Il va à une vitesse qui est de 700 000 tours par minute. 700 000 tours par minute, c'est la vitesse des moteurs d'avion. Les moteurs d'avion, les turbines d'avion, ça fait ça, 7 000 tours par minute. Et sur ce disque, eh bien, il y a des endroits qui font à peu près 10 nanomètres par 50 nanomètres, qui est extrêmement petit, sur lesquels sont stockés vos 0 et vos 1. Et c'est ça qu'il va falloir pouvoir détecter pour le mesurer, et puis pouvoir renverser pour pouvoir écrire. Et la tête de lecture, ici, elle vole à seulement 5 nanomètres au-dessus du disque, ce qui est complètement délirant. Et il vous faut une résolution de 1 nanomètre. Il faut pouvoir détecter les choses à 1 nanomètre près. Et l'écriture se fait en 1 nanoseconde. 1 nanoseconde, pareil, c'est 1 milliardième de seconde. Ça veut dire qu'en 1 seconde, vous avez écrit 1 milliard de choses. Et c'est extrêmement important. Quand vous regardez votre vidéo, vous ne souhaitez pas que votre vidéo, vous mettiez 3 semaines, 1 mois ou 30 ans pour télécharger cette vidéo. Vous voulez que ça aille très vite. Donc, vous voulez que la lecture et l'écriture se fassent à peu près effectivement à 1 milliard de lectures, 1 milliard d'écritures par seconde. Alors, ces chiffres-là, je comprends bien qu'ils vous parlent peut-être pas trop. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est multiplier tous ces chiffres par 1 million, juste pour que ça, on soit à notre échelle. Je multiplie par 1 million, j'ai maintenant un disque qui fait 90 km de diamètre. Donc, c'est bien plus que la région parisienne, par exemple. La tête de lecture, ça devient un Boeing, un Airbus A380 ou c'est Boeing 747, donc énorme. Si on regarde la vitesse, il faut que le Boeing ou l'A380 vole à 30 000 km par seconde. Donc 30 000 km par seconde, c'est 1/10 de la vitesse de la lumière. Donc 30 000 km, pas par heure, hein, par seconde. Donc il va à une vitesse de dingue. Et en plus, il faut qu'il puisse voir des bits, là, des 0 et 1, qui font la taille d'un pouce, donc 2,5 cm. Et ce qui est le plus délirant, c'est qu'il doit voler à 5 cm du sol. Donc vous avez un A380 qui vole à une vitesse de 30 000 km et qui vole à 5 cm du sol. Donc vous imaginez que votre disque dur, il a intérêt à être extrêmement plat, sinon, eh bien, vous allez droit à la catastrophe. Voilà. Tout ça pour vous dire que, eh bien, chaque fois que vous avez des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, des énergies vertes, l'Internet des objets, les communications, etc., ça génère énormément d'informations. Ces informations, elles ont pu être stockées sur des choses de plus en plus petites parce qu'on a été capable de comprendre la physique, parce que pour arriver à faire ça, eh bien, il a fallu comprendre une physique que l'on ne connaissait pas, une physique fondamentale qu'on ne connaissait pas, et puis faire une physique appliquée. D'autres choses, ça a un impact énorme sur la société et il faut qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que sur le téléphone, je vous ai dit, vous avez un téléphone et là-dedans, vous avez une caméra, vous avez
Vous avez énormément de possibilités jusque sur un téléphone de 200 grammes. Et tout ça parce qu'on a su réduire les tailles. Par contre, ce qu'il faut savoir que pour votre téléphone de 200 grammes, il faut 70 kilos de matière première. Et la consommation d'énergie de tous ces objets connectés, en 2015, c'était 5% de la consommation mondiale. Et là, il y a des projections, ça c'est peut-être beaucoup, mais qui disent que 2040-2050, si on continue comme ça serait 100% de la consommation électrique mondiale qui serait dans tous ces objets connectés et l'Internet. Donc ça, c'est pas possible, c'est pas viable. Il faut des solutions à ça. D'autre part, les ressources, les matériaux, donc c'est énorme parce que vous avez 70 kilos de matières premières par téléphone multiplié par 1 milliard de téléphones vendus par an en ce moment. Ça génère 70 millions de tonnes de déchets électroniques en 2018, donc encore beaucoup plus. Tout est exponentiel, hein, tout augmente très très rapidement. Et ces déchets électroniques, on parle de la catastrophe du plastique en disant il y a très peu de plastique qui sont récupérés, on les retrouve dans les océans. Il faut savoir qu'il n'y a que 2% des déchets électroniques qui sont réutilisés. Voilà. Donc, ça pose des problèmes sociétaux, ça pose des problèmes sur l'environnement, ça pose des problèmes économiques importants. Alors, ça, on n'en a pas discuté, on pourra en discuter. C'est-à-dire que les matériaux nécessaires pour l'ensemble de ces produits électroniques, eh bien, c'est des fois, par exemple, des terres rares ou du cobalt qui se retrouvent dans certains pays et pas d'autres. Donc, ça pose des problèmes sur la stabilité du monde. Et puis, il y a d'autres impacts sur la société, comme effectivement, vous regardez le bus quand vous le prenez le matin, etc. Bon, on est tous sur nos téléphones portables. Est-ce que c'est souhaitable? Ça pose des problèmes sur la sécurité. Si avec toutes les informations qu'il y a sur un téléphone portable, on va pouvoir contrôler votre voiture puisque vous l'aurez connecté à la voiture, toute votre maison, puis peut-être même votre pacemaker puisque vous aurez connecté votre téléphone à votre pacemaker. Voilà. Ensuite, sur la consommation d'énergie, encore une fois, une entreprise comme Google, on peut se dire une entreprise comme Google, qu'est-ce qu'elle fait? Rien, pas grand-chose. Elle n'est pas en train de fabriquer des avions, elle n'est pas en train de fabriquer des voitures. On n'a pas l'impression qu'il y ait une énergie énorme là-dedans. Eh bien, Google, en 2015, ce qui est déjà il y a très longtemps, puisque ça augmente exponentiellement, eh bien, elle consommait en énergie autant que la grande ville de San Francisco qui se trouve à côté. Et donc, voilà, les projections qui disent que les consommations augmente de plus en plus rapidement. Donc, on identifie 3 problèmes majeurs. Comment on fait pour continuer à réduire les tailles? Comment on fait pour aller plus vite? Parce que vous êtes demandeur de plus en plus d'informations, distribue de plus en plus d'informations. Et oui, on peut se dire il faut réduire peut-être notre consommation de data, mais voilà, est-ce possible? Donc, comment aller plus vite et surtout, comment consommer moins d'énergie? Donc, voilà. Pour mettre plus d'informations sur des tailles encore plus petites, eh bien, il faut créer et inventer des matériaux nouveaux. Et je vous montrerai comment, à l'Institut Jean Lamour, on a mis en place un équipement qui permet de construire des matériaux nouveaux. On peut aussi, et ça sera très intéressant, c'est d'étudier la physique à des temps ultra courts, parce que ça va permettre d'aller plus vite, mais ça va aussi permettre probablement de consommer beaucoup moins d'énergie. On va essayer de voir pourquoi. Alors, échelle de longueur qui était quand même important, et là j'aurais peut-être dû mettre le slide un petit peu avant, mais voilà, une idée là, je divise par 100 à chaque fois. 100 mètres, c'est la taille d'un bâtiment, 1 mètre, c'est la taille à peu près d'une personne, 10 mm, on s'approche d'une mouche, et puis voilà, si on voit un cheveu, c'est 1 micromètre. Si on est sur le composant un peu fondamental des êtres vivants qui est l'ADN, eh ben on a des brins qui font quelques nanomètres. Et puis l'atome, donc constitué d'un noyau des électrons, qui est de l'ordre de 1 dixième de nanomètre, 1 angstrom. Donc à l'Institut Jean Lamour, justement, on a construit cet équipement qui s'appelle le tube dôme, qui est un équipement qui est unique au monde, qui fait 70 mètres de long, et qui permet de fabriquer des matériaux couche d'atomes par couche d'atomes. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors, cet équipement unique, il permet de fabriquer des matériaux, couche d'atomes par couche d'atomes, de les caractériser, parce que ça, c'est un point important, c'est-à-dire que à ces échelles-là, c'est des mondes que l'on ne peut pas sentir avec nos sens, avec le toucher, la vue, etc. Vous ne pouvez pas voir à ces échelles-là. Donc, vous avez besoin d'autres équipements. Et voilà, et ça permet d'amener ensemble plein d'équipes
du monde entier pour travailler ensemble sur ces projets de nouveaux matériaux. Et donc, c'est des multimatériaux, ça veut dire qu'on prend des matériaux de différentes natures et je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on fait. Donc, première chose, les gens qui travaillent là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au Lego. Je pense que vous êtes plusieurs à déjà avoir joué au Lego. Vous avez une boîte comme ça et vous voyez que c'est un jeu de construction où vous avez une centaine de pièces. Eh bien, ils font exactement la même chose. Par contre, ils utilisent des mots différents parce que si vous allez le matin au travail en disant que vous allez jouer au Lego, ça pose pas de problème. Donc, ce jeu de construction, en fait, c'est le tableau périodique. Et voilà, il y a une centaine de pièces là aussi. Vous avez une centaine d'atomes différents qui existent sur Terre et partout dans l'univers, il n'existe que ces 100-là. Et voilà, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est construire à partir de ces différents atomes. Alors, la différence avec les Lego, c'est que, par exemple, si vous prenez un seul type de pièce, ce qui reviendrait à prendre un seul type d'atome, ben voilà, vous les assemblez, vous pouvez faire des choses très différentes, un sac à main ou un chat, vous voyez bien que c'est différent. Mais les propriétés, vous voyez que sont franchement les mêmes. C'est-à-dire que là, l'objet est noir, là, il est noir. Si vous regardez la conduction électrique, bah, c'est la même. Si vous regardez, est-ce qu'il faut que je presse beaucoup pour les écraser, bah, ça va être pareil. S'il faut que je chauffe beaucoup pour qu'ils fondent, bah, ça va être la même chose. Donc, avec un seul type de pièce de Lego, bah, ouais, c'est drôle, mais c'est pas génial parce que ça fait pas des choses très, très différentes. Alors que si vous prenez un seul type de Lego, donc un seul type d'atome dans notre jeu à nous, vous prenez du carbone, par exemple, c'est un seul type d'atome. Suivant la façon dont vous empilez ces atomes de carbone, vous pouvez avoir des choses, des objets qui ont des propriétés complètement différentes. D'une certaine façon, ça va vous faire un bout de charbon, ça permet de chauffer, ça pose des problèmes écologiques aussi. D'une autre façon, ça vous forme un diamant. D'une autre façon, c'est une pointe de crayon. Des nanotubes de carbone, des nanotubes de carbone pour alléger les véhicules. Et là, vous voyez que c'est pas seulement la couleur a changé et les propriétés sont complètement différentes. Là, c'est extrêmement dur, là, ça l'est pas, là, c'est léger, là, ça l'est pas, etc. Donc voilà, avec un seul Lego, un seul type d'atome, eh bien, on arrive à faire des choses quand même assez incroyables. Alors, imaginez lorsque vous mélangez les pièces et lorsque vous allez fabriquer là, des empilements, là, ces points-là, eh bien, on voit que c'est des empilements des atomes. Et ça peut avoir des propriétés extrêmement nouvelles. Et ce qu'on fabrique à l'Institut Jean Lamour dans ce tube, c'est des matériaux qui n'existent pas dans la nature. On est capable d'obliger le fer à faire un tel arrangement qu'il n'a pas dans la nature. Donc, on voit des propriétés qui n'existent pas dans la nature, qui sont nouvelles. Et en essayant de comprendre ces propriétés-là, eh bien, on peut avoir des applications dans plein de domaines. Voilà. Donc, un des plus gros problèmes lorsqu'on joue avec des atomes, c'est que si vous êtes tout autour de vous, il y a de l'air, vous ne seriez pas là, et cet air, bah, c'est effectivement plein d'atomes qui sont là. Et donc, pour fabriquer couche d'atomes par couche d'atomes, la première chose, c'est qu'il faut faire du vide, même l'ultra vide, c'est-à-dire que dans l'équipement que l'on a, eh bien, on enlève l'atmosphère, on enlève l'air pour pouvoir venir déposer couche d'atomes par couche d'atomes. Et là, alors là aussi, cette enceinte-là, ça peut s'appeler une enceinte d'épitaxie par jet moléculaire. Donc, vous voyez, j'utilise des gros mots. En fait, c'est tout simple. Ici, c'est des casseroles. On n'utilise pas le mot casserole, on dit creuset. À l'intérieur, on a mis nos matériaux, du platine, de l'or, du cobalt. Et ce qu'on va faire, on va évaporer le matériau exactement comme vous pouvez évaporer de l'eau en mettant dans une casserole et en mettant le feu en dessous. Là, pareil, vous chauffez votre creuset, c'est votre casserole, et au bout d'un moment, vous savez que l'eau se met, vous avez des bulles, l'eau se met à bouillir, donc s'évapore. Et si vous amenez un couvercle froid, vous allez pouvoir récupérer une fine pellicule d'eau sur votre couvercle. Alors nous, on n'appelle pas ça couvercle aussi, on appelle ça un substrat. Et sur le substrat, eh bien, on vient récupérer couche d'atomes par couche d'atomes et donc fabriquer ces matériaux. Bon, je vois que le temps passe un peu vite, donc je vais en passer un petit peu plus vite. Ici, vous voyez effectivement l'objet, qui est le tube sous ultravide. Donc l'ultravide, vous avez compris que si on veut faire des empilements d'atomes, on est obligé d'être sous ultravide parce qu'on serait complètement pollué partout si on était dans l'air. Et puis sur ce tube-là, eh bien, on vient connecter plein d'équipements. Et on a des équipements qui permettent de faire effectivement ces couches d'atomes par couches d'atomes.
Il y a des équipements différents parce qu'il y a des matériaux différents. On ne peut pas fabriquer les matériaux de la même façon. Il faut changer de casserole. Des fois, il faut une poêle, des fois, il faut une casserole. Donc, il faut changer un petit peu les équipements. Et puis surtout, il faut être capable de voir ce que l'on a fait. Et ça, c'est compliqué. Parce que si vous avez fait cette couche d'atomes, on a déjà parlé, couche de MGO, là, où on essaye de s'assurer que les atomes sont bien ordonnés, etc. Bah, ça, vous pouvez pas faire avec vos sens. Donc, il existe des moyens, des microscopes qui sont non conventionnels, qui permettent de voir la position de chacun de ces atomes. Et là, vous voyez, par exemple, clairement, il manque un atome. Eh bien, s'il manque un atome, ça s'appelle une lacune, et bien, ça va changer aussi la propriété des matériaux. Donc, comprendre la matière à des échelles toutes petites, à des échelles de l'atome, ben, ça permet de vraiment comprendre la matière, et puis ça permet d'avoir des matériaux qui ont des propriétés, donc avoir des applications intéressantes. Alors, je vais faire un tout petit film, comme ça, que je voulais vous montrer. Et là, voilà, c'est un drone que l'on a fait voler au-dessus, et donc qui passe au-dessus de l'équipement tube que l'on a fait. Et comme ça, j'en profite pour boire une gorgée de café. Donc, vous voyez, là, ici, c'est un robot qui permet de faire passer un wagon à l'intérieur de ce tube et d'amener les matériaux aux différents équipements que vous voyez de part et d'autre du tube. Et puis, vous voyez aussi les chercheurs. Donc, vous voulez être à l'échelle de l'atome, vous devez être propre. C'est pour ça qu'ils sont tous habillés avec des équipements pour rester propres. Vous souhaitez aussi qu'il n'y ait pas de vibration, parce que si jamais vous avez des vibrations alors que vous essayez de regarder à l'échelle de l'atome, eh ben, c'est une catastrophe. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites justement pour éviter les vibrations et travailler de manière très proprement. Je reviens à mon exposé. Alors, j'étais là. Bon, on en a assez dit. Voilà donc le tube dôme, les phases de construction. Alors, est-ce qu'on est les seuls au monde à faire ça? Ben non. Moi, quand je suis allé justement à IBM travailler, comme je vous l'avais dit, il y avait déjà du travail comme ça qui était fait, c'est-à-dire qu'on couple sous ultravide plein d'équipements différents. Donc là, il y a aussi des gros mots que vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment pas un problème. C'est des équipements qui permettent de fabriquer les matériaux, couche d'atomes par couche d'atomes. Et ça, ils utilisent ce type d'équipement pour faire les disques durs que vous utilisez de toute façon, que vous en ayez directement ou que vous utilisiez le cloud. Alors, là aussi, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que beaucoup de laboratoires veulent avoir ce type d'équipement pour vraiment fabriquer plein de matériaux différents pour pouvoir faire beaucoup d'études. Et là, il est maintenant il est en construction et il marche. Et c'est en Chine, au lieu de faire 70 mètres de tube comme on l'a fait, ils font 7 fois 70 mètres. Donc un total de 500 mètres sous ultravide aussi, où il y a différents équipements. Et donc, en étant plus grand, et ben, vous pouvez mettre plus d'équipements que vous connectez et donc fabriquer plus de types de matériaux. Alors là, je vous ai parlé des disques durs, des matériaux magnétiques, parce qu'en gros, c'est ce que je connais. Mais c'est vrai non seulement pour les disques durs, mais c'est vrai pour plein de domaines différents. Si vous regardez le solaire, les panneaux photovoltaïques, etc., eh bien, là aussi, il faut être capable de contrôler la matière, couche d'atome par couche d'atome, pour pouvoir avoir des panneaux solaires qui vont plus récolter l'énergie. Donc ça peut servir justement là aussi pour l'environnement en utilisant moins de matière. Beaucoup de choses aussi sont faites dans la nanomédecine, où au lieu d'envoyer surtout lorsqu'il s'agit de maladies très graves, d'envoyer des médicaments partout dans le corps, on peut envoyer le médicament à un seul endroit particulier, là où c'est nécessaire. On peut aussi étudier l'augmentation, la baisse du nombre de globules blancs, etc., en utilisant des matériaux de très petite taille. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est le fait que on peut aussi regarder à des échelles très petites, de temps très petites, et ça c'est intéressant parce qu'on a aussi une physique très intéressante. Et là j'ai essayé là aussi je divise par 1000. Donc une seconde, vous voyez, c'est que ça vous paraît déjà court, une milliseconde, 1000 fois plus petit, c'est encore plus court, 1000 fois plus petit, microseconde, 1000 fois nanoseconde, 1000 fois picoseconde, 1000 fois femtoseconde. Et donc, nous, on est capable de travailler maintenant avec des lasers, voilà un laser, qui fait un pulse, donc qui envoie de la lumière seulement pendant 30 femtosecondes. Donc,
ce qu'on fait en gros, vous avez une lampe électrique et puis vous faites check, vous allumez, vous éteignez, et il faut que vous le fassiez pendant juste 30 femtosecondes. Et en envoyant énormément de lumière, et comme c'est un laser, il n'a qu'une seule longueur d'onde, bon, c'est pas très, voilà, je ne rentre pas dans le détail de ça. Et grâce à ça, alors là, c'est la partie qui est peut-être un peu plus ardue, plus physique, mais je voudrais essayer de vous faire comprendre ça. On veut comprendre ce qui se passe à des temps extrêmement, extrêmement courts. Et ça, on n'est pas capable. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à une milliseconde, vous n'êtes pas capable, vous êtes trop lent, on est trop, trop lent. On veut aller à des échelles qui sont bien, bien, bien plus petites. Et à ces échelles-là, si vous envoyez de la lumière, et donc vous envoyez de l'énergie, eh bien, l'atome, va chauffer ses électrons, mais par exemple, tout le reste va être froid. Donc vous allez, le but, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe à des échelles de temps très, très, très petites. Et ça, jusque-là, il y a très, très peu de gens qui l'avaient fait. Et une des conséquences de ça, c'est ce qu'on va voir ici. Avec ces lasers, ce que vous allez voir, c'est qu'on a passé le laser sur un matériau qu'on a fabriqué nous-mêmes dans le tube. Et vous voyez deux couleurs, je pense. Vous voyez une couleur qui est plus noire, plus sombre, et là, plus claire. Quand c'est plus noir, en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en gros, vous savez, les petites boussoles qui étaient portées par les atomes là, sur les disques durs. Ben, ces boussoles, elles pointent vers vous. Si vous êtes blanc, ça veut dire que la boussole, elle pointe de l'autre côté. Et là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que pour vous, si vous voulez bouger une boussole, bah, la seule chose en gros qui existe, c'est d'amener un aimant, donc faire ça avec un champ magnétique. Et ça, on a prouvé pour la première fois au monde qu'on était capable de le faire avec de la lumière. Donc là, j'ai pas mis de champ magnétique. Je promène juste mon faisceau laser avec des pulses de 30 femtosecondes là, et là, je peux écrire l'information puisque je peux retourner des boussoles du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et vous voyez, et là, je change un petit peu quelque chose sur le laser, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, je peux écrire. Et là, je m'amuse à écrire IJL, qui est le nom de l'institut. Et donc, on est super content parce que d'habitude, en science, c'est toujours IBM qui écrit IBM, soit avec des atomes, soit des choses comme ça. Voilà. Donc là, pareil, ça s'appelle le retournement d'aimantation toute optique. Et là, vous voyez aussi que grâce à un faisceau laser, eh ben, on peut retourner l'aimantation dans un sens et puis dans l'autre. Donc, on peut écrire de l'information. Et là, on peut le faire sans champ magnétique. Et ce qui est peut-être que le message là, on va pouvoir le faire beaucoup plus vite. Et normalement, on doit pouvoir le faire en utilisant beaucoup moins d'énergie qu'en utilisant un disque dur. Et les gens travaillent déjà sur l'utilisation d'un laser pour stocker l'information, pouvoir la lire et l'écrire en utilisant moins d'énergie, en allant plus vite. Voilà, et donc là, c'est la preuve que ça marche même sur les disques durs eux-mêmes. Voilà, le trait blanc montre qu'on a écrit dans un sens, le trait noir qu'on a écrit dans l'autre. Question d'énergie, et là, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, c'est comment faire pour stocker, pour utiliser moins d'énergie. Et vous savez qu'en mars 2016, c'est la date où eh bien, un ordinateur a battu un être humain sur le dernier jeu où l'être humain dominait encore les ordinateurs. Vous savez que sur les échecs, n'importe quel être humain perd contre un ordinateur. Et là, c'est le jeu de Go. Et donc, sur le jeu de Go, eh bien, l'ordinateur a plus de mal. Et en 2016, eh bien, il a gagné. Ça veut dire que sur n'importe quel jeu, eh bien, les ordinateurs, et donc beaucoup de tâches, l'ordinateur gagne. La grosse différence quand même, c'est que pour cette personne-là, il lui a fallu 20 watts pour alimenter son cerveau pour pouvoir jouer à ça. Alors qu'il a fallu 1 million de fois plus d'énergie pour l'ordinateur. Donc oui, il a gagné, mais avec 1 million de fois plus d'énergie. Donc le cerveau est 1 million de fois plus efficace en termes d'énergie. Et donc on est maintenant en train de travailler là-dessus, de regarder les synapses pour fabriquer ce qu'on appelle des ordinateurs neuromorphiques, où on regarde comment travaille le cerveau pour fabriquer des matériaux qui travailleraient de la même façon pour consommer beaucoup moins d'énergie. Il y a d'autres choses aussi qu'on fait, comme l'ordinateur quantique. Voilà. Donc voilà, j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et je suis vraiment, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Est-ce que vous pensez que le risque et les menaces que ce développement engendre en vaudraient la peine?
c'est-à-dire hormis accentuer et pousser un développement technologique, à quoi pourraient servir ces études et ce progrès? Question extrêmement intéressante et extrêmement pertinente. Donc effectivement, la question, elle est, voilà, il y a une course en avant sur Internet et on se rend compte que ça consomme de plus en plus d'énergie, c'est clair. Ça répond aussi à beaucoup de demandes. Et donc, je pense que ici, il y a deux choses. Il y a continuer à comprendre ce qui se passe. Et ça, je pense que quoi qu'on fasse, il est extrêmement important de comprendre comment marche la nature. Donc comprendre la matière à des échelles de temps très petites, comprendre la matière à des échelles de longueur très petites. Ça, je pense que c'est des choses qui ne sont pas connues et c'est toujours important pour l'être humain, pour l'humanité, de comprendre ce qui se passe. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces connaissances? Est-ce qu'on l'utilise pour essayer de réduire les consommations d'énergie et puis sauver un peu la planète? Est-ce qu'on l'utilise pas et qu'on dit on arrête d'envoyer des textos, on arrête cette vidéo, on arrête voilà, et on consomme moins d'énergie parce qu'on est en train de mettre en danger. Et ça, c'est un choix politique, donc c'est pas qu'à moi de le faire, surtout pas laisser les experts faire ça. C'est votre choix aussi à vous. C'est aussi à vous de voir est-ce que il est tenable de réduire ces consommations d'énergie ou est-ce qu'il faut essayer de trouver des moyens pour utiliser moins d'énergie tout en essayant de faire la même chose ou est-ce qu'il faut faire une balance des deux? Donc, je vous renvoie en fait la question. C'est à nous, vous, de faire le choix. Une autre question, c'était par rapport aux smart cities et à l'Internet des objets. À combien de temps évaluez-vous la possibilité d'installer cette sorte d'optimisation et cet Internet des objets? Là, c'est difficile de vous dire parce que je suis pas spécialiste de ça. Par contre, ce que je vois très bien, c'est que c'est en cours. C'est-à-dire que vous avez vu dans nos villes le nombre de caméras qui sont mis de plus en plus. C'est déjà ça. Parce que s'il y a ces caméras, ça veut dire qu'elles prennent ces vidéos. Si ces vidéos, elles génèrent de l'information. Après, on stocke l'information, on travaille sur cette information-là. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Le flux des circulations, là aussi, il est contrôlé de plus en plus. Donc, je pense que ces smart cities, ça existe déjà, je dirais, et ça va tendre à se développer. Et là, après, là aussi, question, est-ce que, si on se pose la question, est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas? C'est clair que dans un premier temps, si la circulation automobile reste la même, être capable d'avoir des flux beaucoup plus fluides, eh bien, ça réduira la consommation. Par contre, si ça fait qu'on achète deux voitures et puis qu'on utilise encore 2 fois plus la voiture, là, on va y perdre encore une fois. Et pour compléter votre réponse, Stéphane, aussi, vous y assistez en ce moment, c'est l'arrivée de la 5G. La 5G, elle n'est pas faite pour vous ou moi, pour qu'on regarde YouTube plus vite ou qu'on puisse s'immerger dans des jeux virtuels, dans les transports en commun. C'est fait en fait pour connecter un nombre d'objets au kilomètre carré très important, et donc c'est fait pour les smart cities, pour les sites industriels. Donc la 5G permet de connecter 1 million d'objets au kilomètre carré. Donc ce sont des technologies qui sont déjà en place. Et qui vont avoir un impact sur l'environnement par la diminution de tout ce qui est filaire et donc de cuivre et donc d'une partie des ressources matières premières. Voilà, on y est déjà. On y est déjà et là pareil. Donc ça nous impacte nous directement dans nos activités. Ça impacte les industries, mais il y a des industries qu'on utilise aussi. Et je reprendrai un peu ce qui s'est passé sur si on prend l'exemple simple de la carte postale ou de la lettre. Utiliser un mail plutôt qu'une lettre en termes de consommation énergétique, c'est extrêmement intéressant. Vous utilisez 100 000 fois moins d'énergie. En revanche, ça a multiplié le nombre de textos, d'emails, etc. par des nombres faramineux, ce qui fait qu'au final, on utilise plus d'énergie. Mais on est quand même, il y a ce double problème où on a des technologies qui utilisent beaucoup moins d'énergie que celles précédemment. En revanche, on les utilise beaucoup plus. On a une population qui est croissante et donc des difficultés, quoi. Bonjour, je m'appelle Maxime, donc du lycée Jean-Zé Jam. Je voulais savoir si les ondes mobiles, numériques en général,
pollue-t-elle autant que des objets du quotidien, comme des voitures à moteur thermique, par exemple? Ouais. Bah, c'est assez difficile, mais effectivement, voilà, si on reprend l'histoire de la lettre, d'envoyer un message, bah, l'envoyer par de la 5G avec votre ordinateur, vous consommerez énormément moins d'énergie que si un facteur vient chercher la lettre chez vous, utilise une voiture pour l'emmener à 1000 km, si c'est pas à 10 000 km. Donc, je dirais que ces technologies en général, consomment beaucoup moins que ce qui était disponible avant. Mais le fait de les utiliser à des échelles bien plus grandes, à tous les utiliser, puis je vois tous les portables là, qui sont ouverts derrière vous, et ben tout ça, au final, ça consomme de l'énergie. J'ai répondu? Merci, super. Merci. Moi, j'avais des questions sur la pérennité de stockage des informations en fonction des matériaux, la durée de conservation des données. Parce que moi, ce que je crains, c'est que dans 50 ans, dans 100 ans, on perde toutes les données qu'on a créées aujourd'hui. Et la deuxième question, c'était la vulnérabilité, c'est-à-dire, on parle aujourd'hui aussi d'éruptions solaires. Quel impact sur les disques durs, voilà. Alors, sur la première question, c'est effectivement un point important. Des fois, je le mentionne dans les exposés, c'est que sur les disques durs, en fait, le fait de réduire les tailles fait que l'information reste moins longtemps. Alors, il faut voir, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique, c'est-à-dire que si vous avez un objet petit, parce qu'en fait, on est à une certaine température, la température ambiante, les choses fluctuent un petit peu et ces boussoles qui permettent de stocker l'information, les 0 et 1, fluctuent aussi, elles peuvent se retourner. Et si elles se retournent, c'est la catastrophe parce que ça efface ce qu'on vient d'écrire. Et donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. Et ce que les fabricants de disques durs assurent que l'information restera 10 ans. Donc, 10 ans, c'est déjà beaucoup pour l'utilisation de pas mal de données, mais ne faites pas un trou dans votre jardin et mettez un disque dur en pensant que les générations futures, dans 10 000 ans, pourront lire vos vidéos, etc. Ça marche pas. Donc, effectivement, l'information, elle doit rester à peu près 10 ans sur un disque dur. Donc, il y a un problème, effectivement, de conservation des informations. Puis après, il y aura quand même aussi peut-être un problème de savoir qu'est-ce qu'on veut conserver comme information, parce que dans toute l'information générale, peut-être que tout n'est pas utile, loin de là. Et la deuxième question, j'ai eu le temps d'oublier. C'était par rapport aux éruptions solaires et la vulnérabilité. Ouais. Alors normalement, justement, ce qui est stockage magnétique, les rayonnements, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, c'est souvent des stockages magnétiques et ce qu'on appelle l'électronique de spin qui est utilisé même dans les vaisseaux spatiaux. Parce que justement, c'est pas sensible à ces rayonnements-là, contrairement à d'autres types d'électronique. Et je relais une question parce que je vois le chat. Question de Lénie Argelès. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Alors, ça c'est une question compliquée. Donc, la mécanique quantique ou la physique quantique, c'est une physique qui existe. On arrive à décrire la nature à des échelles très petites. Il y a des phénomènes qui se passent qu'on ne voit absolument pas à nos échelles. Alors, des phénomènes quantiques tels que ce qu'on appelle le passage d'une barrière tunnel, ce qui veut dire que vous avez un mur et si vous courez assez vite et que vous vous lancez dans ce mur, eh ben, vous serez arrêté par le mur et vous pouvez faire l'expérience 1000 fois, vous prendrez le mur à chaque fois. Ça, c'est à notre échelle, c'est pour vous. Si vous allez à des échelles plus petites et qu'au lieu que ce soit vous, ça soit un électron, mais qui est toujours le mur, eh bien, cet électron, il a une possibilité de traverser le mur. Ça s'appelle l'effet tunnel. Et voilà, il y a plein de phénomènes comme ça et de physique qui sont décrits à ces échelles-là qui sont très différentes. Et donc, ça utilise ces propriétés-là pour faire un ordinateur. Et il y a, donc là, je suis pas un spécialiste des ordinateurs quantiques, mais il y a pas mal de calculs qui peuvent être faits de manière beaucoup plus rapidement et en consommant beaucoup moins d'énergie, justement en utilisant ces ordinateurs quantiques. Et en général, donc c'est à des échelles petites, et il faut être aussi à des très basses températures. Il faut être très bas en température. Et c'est pour ça que
Peut-être que lorsque vous regardez, si vous tapez ordinateur quantique, eh ben, vous voyez, il y a bien d'azote liquide et on voit bien que c'est froid et c'est pour ceci. Donc ça devrait permettre de faire d'autres calculs avec des énergies beaucoup moins importantes. Je pense qu'on va clore dans ce cas-là en remerciant beaucoup Stéphane d'avoir pris du temps pour nous, parce que je sais que le temps des chercheurs est toujours très très compté. Donc c'est vraiment très sympathique à lui d'avoir pris du temps. On vous souhaite vraiment de continuer à passer une bonne semaine de fête de la science. Hein. Vous devez avoir des manifestations un peu partout, profitez-en. Voilà, et merci encore à Stéphane et à Frédéric Voilet et à son équipe à Montpellier, et puis à tous ceux qui ont participé. Au revoir.